moi je suis Alain Bouvray, je suis directeur général de la société Eloquente. Et pour ce webinaire, je suis accompagné de Pierrick. Bonjour, Pierrick Chenat, directeur des services professionnels chez Eloquente. Voilà. Donc, de quoi va-t-on vous parler aujourd'hui? On va vous parler de l'insatisfaction et essayer de vous montrer combien l'insatisfaction est quelque chose qui peut être très précieux lorsqu'elle est bien gérée, bien traitée dans une entreprise. On va démarrer tranquillement. Donc, tout d'abord, le contenu de ce webinaire en quelques mots. Donc, quelles sont les sources principales de l'insatisfaction? Pourquoi c'est une énergie puissante? En quoi ça peut être un levier de performance? Quelles sont les clés et solutions pour transformer justement l'insatisfaction en quelque chose qui permet de développer de la performance, et aussi des éléments de retour sur investissement sur le traitement de l'insatisfaction. Voilà, donc on prévoit à peu près une demi-heure de présentation, pas plus, hein, et ensuite on pourra échanger en fonction des différentes questions. Alors, tout d'abord, pourquoi l'insatisfaction? Quelles sont les sources d'insatisfaction? Ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à lorsque moi j'ai fait des études, on me parlait du marketing en tant que transaction, c'est-à-dire qu'un bon marketing était un marketing d'offres. On construisait un marketing avec une bonne offre en respectant les KPI du marketing. On est passé maintenant à un marketing dit de la relation, c'est-à-dire que là où avant le point central du marketing était mon contenu et mon offre, maintenant, le point central du marketing, c'est la relation. C'est-à-dire que, pour le symboliser, vous avez dû voir ce symbole assez souvent, on a le symbole de l'iceberg, hein, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sous le niveau de l'eau est extrêmement important et peut être, en termes de volume et d'importance pour le marketing de l'entreprise, beaucoup plus important que l'offre elle-même. Et donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que le client est devenu central dans la discussion qu'a l'entreprise et l'offre qu'a l'entreprise vis-à-vis de ses clients. À partir de là, des sources d'insatisfaction, il y en a plusieurs. Alors là, je les ai mises par ordre, on va dire, croissant. Une des sources possibles d'insatisfaction, c'est le changement. On change quelque chose et donc, voilà, si j'ai été mal préparé, le changement en soi peut être une source d'insatisfaction. Et ensuite, ce qu'on appelle l'effet d'atterrissage. L'effet d'atterrissage, c'est le contraire, pour ceux qui connaissent, de ce qu'on appelle l'effet d'enchantement. C'est-à-dire que ce que j'obtiens finalement me déçoit, ou en tout cas ne répond pas complètement à la promesse qui a été faite. C'est le contraire de l'effet d'enchantement, c'est Cano notamment qui a évoqué ça, quelqu'un qui a fait pas mal de choses sur la satisfaction. Le sentiment d'injustice, qui commence à être un sentiment très fort et une source forte d'insatisfaction. Ensuite, j'ai l'interlocuteur non concerné, c'est-à-dire que je manifeste mon mécontentement et j'ai face à moi quelqu'un qui a pour lequel je sens une injustice, c'est-à-dire que je ne me sens pas bien compris ou pas ce qu'on me propose, ce qu'on me répond ne correspond pas à ce que j'attendais. L'interlocuteur non concerné, la contestation, et le plus important, c'est l'absence d'écoute. C'est-à-dire que ce qui me rend le plus furax, on va dire, c'est que j'ai une insatisfaction et en face de moi, j'ai des gens qui ne m'écoutent pas et qui ne comprennent pas mon insatisfaction, mais pire que tout, qui ne l'écoutent pas. Voilà, donc tout ça, ce sont des thèmes possibles d'insatisfaction, les plus importants, et encore une fois, le plus important étant que le sentiment de ne pas avoir été écouté lorsque j'exprime mon insatisfaction. Alors, c'est une énergie puissante, l'insatisfaction, tout simplement parce qu'elle prend toujours le dessus par rapport à un sentiment de satisfaction. Je peux avoir été très satisfait pendant un certain temps d'une offre, de quelque chose, mais une insatisfaction, c'est ce qui va me rester de façon prioritaire. Il faut retenir que l'insatisfaction, c'est un point essentiel. Elle prend toujours le dessus sur un sentiment de satisfaction. Et ça va se manifester par des choses qui peuvent être assez graves pour une entreprise, c'est-à-dire de la colère. Ça peut être une expression violente, et ça peut être de la vengeance. Alors la vengeance, ça prend une importance particulièrement grande maintenant que la relation client est souvent digitale, et elle permet à un client de s'exprimer de façon très large. Et donc, je peux avoir des clients, si je n'y prends pas attention, qui vont pouvoir avoir des volontés de vengeance envers mon entreprise. Donc, un point important que j'ai évoqué, c'est que l'insatisfaction se nourrit plus de l'absence de réponse que du problème lui-même. Il y a une excellente association qui s'appelle La Marque, pour ceux qui ne sont pas adhérents, je conseille d'y participer, qui travaille justement sur la réclamation client. Et ça, c'est un point qui ressort très fréquemment, c'est-à-dire que l'absence de réponse est pire que le problème lui-même. C'est-à-dire que je subis un problème, et le deuxième effet, et le pire de tout, c'est de ne pas avoir de réponse. Donc tout ça, ça contribue à créer une énergie puissante pour le client s'il ressent cet ensemble-là. À partir de maintenant, on va parler de la façon de gérer cette insatisfaction.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un client qui exprime une insatisfaction, au départ, il veut une solution. C'est-à-dire, il est là, il produit un effort, il demande une solution, parfois même il la propose, et il est sensible à l'échange. C'est-à-dire que il va avoir une relation avec l'entreprise à ce moment-là de dire, écoutez, voilà, moi je ne suis pas content, je vous dis pourquoi je ne suis pas content, je fais l'effort de vous dire pourquoi je ne suis pas content, éventuellement je vous propose, en général, très souvent, lorsque j'exprime une insatisfaction, j'exprime une demande, et donc c'est un moment important. Et pour l'entreprise, c'est un moment de vérité, c'est-à-dire que c'est un moment de vérité entre l'entreprise et son client. C'est aussi un moment de compétence, c'est-à-dire en quoi l'entreprise est compétente et comment elle va être compétente. C'est un moment clé dans la relation avec mon client. Et avoir un fournisseur, c'est un bon fournisseur, c'est essentiel. Mais avoir un bon fournisseur qui en plus sait régler mes problèmes lorsque j'en ai, c'est encore plus précieux. Donc je serai d'autant plus attaché à un client, enfin un client sera d'autant plus attaché à un fournisseur lorsque ce fournisseur est capable et montre qu'il est capable de régler des problèmes. Donc c'est clairement un moment important pour l'entreprise lorsqu'une insatisfaction est, on va dire, manifestée, de savoir la gérer. Si tu veux, Pierrick, intervenir là-dessus. Là-dessus, juste pour compléter, il est aussi important d'aller chercher l'insatisfaction. Il y a des études qui ont été menées et qui disent que seulement 4 ou 5 clients insatisfaits sur 100 vont vous remonter cette insatisfaction de manière directe. Donc il y a toute une partie d'insatisfaction qui est une insatisfaction invisible. D'où la puissance de l'enquête qui permet, en allant interroger vos clients, d'aller chercher les insatisfactions invisibles et donc de les traiter de la même manière que les remontées directes de la réclamation, par exemple. Voilà, donc effectivement, il faut savoir traquer l'insatisfaction. Là, les quelques slides qu'on a vus, c'était le thème, c'est vraiment de dire l'insatisfaction est quelque chose de très puissant, qui est capable de retenir très 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 longtemps l'attention du client. Et encore une fois, c'est quelque chose où le client s'exprime. Donc, il faut lui donner les moyens de s'exprimer, il faut être capable de traquer cette expression. Donc, si je continue sur cette présentation, effectivement, c'est une énergie exploitable. Alors, il y a 2 points importants à retenir, néanmoins. C'est qu'une source de satisfaction ne comblera pas une frustration. C'est-à-dire que même si mon client reçoit par la suite, alors c'est la notion de compensation notamment, hein, quelle compensation je vais donner à mon client. Le fait de lui donner une compensation est quelque chose d'important. Il faut savoir que ça ne suffira pas forcément pour combler la frustration. En revanche, c'est la vitesse à laquelle je vais traquer et comprendre la frustration de mon client qui va être la plus efficace. Plus je vais vite et plus je traite vite, plus on va dire la compensation nécessaire, enfin moins elle a d'importance plutôt. Hein. Donc retenir que c'est une énergie exploitable, mais on doit toujours éviter bien sûr l'insatisfaction, puisque ça génère une frustration, et cette frustration, si elle est maltraitée, peut devenir une colère, mais il faut surtout la comprendre, d'une part, et d'autre part, être capable d'adapter mon produit et mon service pour ne pas la renouveler, évidemment. Et l'avantage du traitement de l'insatisfaction, si si ce traitement est bien réalisé, c'est que vous allez transformer vos détracteurs en promoteurs. Ils vont être ce qu'on va appeler les promoteurs plus par rapport aux promoteurs initiaux qui n'avaient eu aucun problème client. Les études montrent qu'un client insatisfait qui a été traité et qui est devenu promoteur est davantage prêt à recommander la marque qu'un client satisfait qui n'avait eu aucun problème au cours des 12 derniers mois, par exemple. Donc on a mené différentes études là-dessus pour nos clients. Et la chose qu'on a vue, c'est qu'on a réussi à augmenter le taux, faire passer le taux de détracteurs, de baisser le taux de détracteurs de 8 points par rapport à l'enquête initiale quand on a vraiment traité la satisfaction. En gros, on avait, si on prend un exemple chiffré, sur 100 détracteurs, 100% de détracteurs, on n'en avait plus que 80% derrière qui étaient restés détracteurs. Alors, il n'y avait pas 100% des tracteurs au départ. Non, pas détracteurs. Enfin, l'exemple chiffré n'est pas forcément le bon. Voilà, on a réussi à baisser de 8 points le taux de détracteurs en traitant l'insatisfaction. Voilà. Voilà, pour une entreprise qui avait 30% de détracteurs, par exemple, sur NPS, on est passé à 22. Ça fait. Voilà, donc bien retenir cette... alors, quelques clés pour gérer donc l'insatisfaction. Bon, Pierre vient de le dire, détecter, hein, être capable de détecter. Donc ça, c'est important, puisque évidemment, mon client qui exprime une insatisfaction, par essence, d'abord il est seul,
Et donc, il faut très très vite être capable de lui donner un canal pour qu'il puisse s'exprimer. Et puis, une fois qu'on lui a donné ce canal, non seulement lui donner, mais de détecter cette insatisfaction. Ce que j'appelle identifier le combat, ça veut dire sur quoi porte l'insatisfaction, sur quoi, puisque le client, il a quand même, c'est d'abord un client, donc ça veut dire qu'il a choisi votre offre, il l'a acquise, donc il y a des éléments, il n'est pas insatisfait au global, il y a des points forcément qui vont être des points de satisfaction et des points d'insatisfaction. Donc sur quoi on va se bagarrer, entre guillemets, je mets des guillemets à se bagarrer, mais sur quoi doit porter le traitement de l'insatisfaction. Un point essentiel, c'est de fournir de l'autonomie à la personne qui va être en face de cette insatisfaction. Pourquoi? Si je sens que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai en face de moi soit une absence d'écoute, soit quelqu'un qui n'est pas le bon interlocuteur, mon insatisfaction va encore augmenter. Donc il faut au plus vite, les personnes qui sont face à une insatisfaction, être capables de leur fournir de l'autonomie, en tout cas un pouvoir de décision suffisant pour pouvoir traiter immédiatement l'insatisfaction. Pour retenir ça, c'est qu'une insatisfaction que je vais traiter au plus tôt, au plus vite et avec un minimum d'intermédiaire va se transformer potentiellement, évidemment, comme l'a dit Pierrick, en quelqu'un qui va être un ambassadeur plus, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire ah ben, là au moins j'ai été pris en charge. On l'a tous vécu. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un problème lors d'un transport, et c'est vrai que je dois dire que le plus important pour moi, enfin d'ailleurs ça n'a pas été forcément le cas, c'est que j'ai dû faire appel à 2 ou 3 niveaux avant d'obtenir une compensation qui puisse me permettre de continuer mon voyage. Et c'était finalement sans doute le plus frustrant. Je peux comprendre qu'il y a un problème. Là, je comprends moins qu'on me fasse passer par tout un tas qu'on me fasse le deuxième effet, on va dire, de me faire passer par un chemin du combattant pour traiter mon insatisfaction comme il faut. Suivre, contrôler, donc suivre l'insatisfaction et les traitements d'insatisfaction et contrôler, c'est dit Eric, donc suivre des taux et vérifier comment ça se passe. Partager, implication des équipes, donc ça va rejoindre l'aspect d'autonomie, ce qu'on appelle la symétrie d'attention. La symétrie d'attention, tout à fait, oui. En fait, vous ne pouvez pas avoir un bon traitement de l'insatisfaction si vous aussi n'écoutez pas vos conseillers. Donc la notion de symétrie des attentions est vraiment importante pour avoir une bonne gestion de l'insatisfaction. Voilà, donc ça c'est un point important, d'être capable de faire en sorte que les équipes partagent et échangent autour de cette insatisfaction, et surtout que je puisse moi les aider, les accompagner. C'est un moment, encore une fois, c'est un moment de vérité, donc c'est très important. Alors, il y a une question qui m'a été transmise concernant le fait de faire ça en continu ou de façon complète. Effectivement, il faut le faire en continu. Comme j'ai dit tout à l'heure, une insatisfaction, plus vite elle est détectée, plus vite elle est traitée, meilleur j'ai une chance de transformer ce client en un ambassadeur. Ça veut dire que je ne peux pas faire une enquête de satisfaction une fois par an parce que potentiellement, je vais avoir des gens qui n'auront pas pu exprimer leur insatisfaction. Alors, ils auront d'autres moyens de s'exprimer. Aujourd'hui, ils ont d'autres moyens. Ils vont aller sur Facebook ou sur une page, sur un blog, et ils vont s'exprimer de façon qui peut être potentiellement plus violente. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, il faut leur donner un canal pour qu'ils puissent s'exprimer. Et il faut que ce soit évidemment continu. Communiquer. Donc communiquer, ça peut me servir aussi, c'est-à-dire en interne vis-à-vis de la R&D. Alors j'ai un point là-dessus, justement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le client qui me transmet une insatisfaction, il va me dire des choses que je n'entends pas forcément habituellement. Donc la communication d'une insatisfaction en interne peut être très très utile. Alors quelques solutions, donc on l'a évoqué, c'est-à-dire l'implication des équipes. Ce qu'on peut aussi faire, c'est se mettre en position de client. C'est des choses qu'on a pu faire sur les enquêtes miroirs. Peut-être en dire un mot, Thierry. En fait, c'est de passer la même enquête à la fois aux clients et à la fois aux conseillers, aux équipes internes, par exemple, pour regarder si, par exemple, on ne fait pas de la surqualité, on ne se juge pas, on ne met pas les efforts sur un point de travail qui n'est pas forcément mal jugé par les clients. Donc ça permet d'avoir à la fois la vision des clients et à la fois la vision de l'interne pour mettre en place des plans d'action vraiment efficaces. Et ça permet d'impliquer les équipes aussi dans le process, puisque les équipes, on va leur demander, à votre avis, qu'est-ce que le client répondrait à ces questions? Et donc, d'une certaine manière, on les implique dans le process, ils font partie d'eux, et donc, du coup, ils se mettent réellement dans cette position-là. Donc, l'implication des équipes et mettre le collaborateur en position de client est très important. L'attention que vous portez à vos clients, il faut la porter aussi à vos équipes en interne. Voilà, donc un point qu'on a déjà évoqué, fournir un canal d'expression facile, accessible et réactif. Donc là, les 3 mots sont importants, facile, accessible et réactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être en mesure de faire un suivi continu de la satisfaction de mes clients, effectivement. Donc potentiellement une enquête post-événement. Aujourd'hui, on a des cas où parfois c'est dans l'heure qui suit
une relation, enfin un point une interaction voilà, entre le client et l'entreprise. On va interroger le client, vérifier que tout est OK, en évitant la sursollicitation, il y a des règles aussi pour ça. Mais donc ça doit être facile, on me demande des choses où je peux y avoir un accès facile, accessible, c'est-à-dire que si je prends le cas d'une enquête, c'est ce qu'on va appeler notamment responsive design, c'est-à-dire si je fais une enquête de satisfaction, bah, il faut au moins qu'elle soit très facile à répondre sur un téléphone, notamment, parce que les gens aujourd'hui répondent, nous on voit que plus de 20% des gens qui répondent à des enquêtes de satisfaction répondent aujourd'hui sur des terminaux mobiles. Donc il faut que l'accessibilité du canal, je ne me trouve pas avec des toutes petites cases à cocher ou invisibles. Voilà, donc le côté accessible est très important. Et réactif, ça veut dire que si j'exprime une insatisfaction, je dois voir en face quelque chose qui se passe. Donc là-dessus, on a aussi des éléments qu'on a pu vérifier pas mal de fois avec des clients sur cette notion de ce qu'on appelle nous des notifications, c'est-à-dire être capable de prévenir immédiatement lorsqu'il y a une insatisfaction forte qui apparaît. Oui, ça peut être toute insatisfaction si on est sur un volume accessible et facile à traiter. Après, pour d'autres de nos clients qui réalisent des enquêtes sur des forts volumes avec des forts taux d'insatisfaction, où le traitement de chaque insatisfaction n'est pas possible humainement, là on va mettre en place des mécanismes de règles d'alerting et donc on va travailler avec le client sur les points les plus durs de la relation pour remonter en temps réel ces alertings. Par exemple, ça peut être tout ce qui sort des commentaires clients et qui parle de je vais aller à la concurrence, je vais résilier, etc. Le risque de churn. Donc là-dessus, on a un alerting. Et aussi, ce qui génère énormément d'insatisfaction, c'est tout ce qu'on va appeler les promesses non tenues, où c'est par exemple, vous deviez me rappeler et vous ne m'avez pas rappelé. Ça fait 4 fois que j'appelle pour le même problème. Donc là, on va mettre le point, vraiment le point sur ces insatisfactions-là à traiter en priorité dans le cas où le volume d'insatisfaction est trop important pour toutes les traiter. Voilà, donc il y a un aspect automatisation, ce qui n'exclut pas le fait que je dois avoir une réponse personnalisée. C'est-à-dire que même si je détecte, derrière, je dois apporter une réponse qui soit la plus personnalisée possible. Et alors d'autant plus si c'est des clients, ce qu'on appelle des vrilles, c'est-à-dire des clients qui risquent éventuellement soit de me quitter, soit même de me poser un problème juridique, ou qui vont dire je vais alerter une association de consommateurs, etc. Donc là, c'est vraiment important d'apporter une réponse la plus précise et la plus personnelle possible. Alors, anticipation lucide des frustrations, donc là on est plutôt dans le côté, on va dire, on ne va pas attendre l'insatisfaction, mais une fois qu'on l'a traité et qu'on a compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, mon client, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit quelque chose par rapport à mon offre, ou il m'a dit quelque chose par rapport à une proposition commerciale, ou par rapport à mes équipes. Donc, je dois être en mesure de m'en servir. Il ne s'agit pas de dire simplement je traite l'insatisfaction, c'est un levier de performance qui va me permettre d'améliorer les choses dans l'entreprise. Donc, encore une fois, la communication, l'implication des équipes est clé. Et elle va me servir pour derrière créer, améliorer mon offre. Il se peut très bien que la R&D me masque entre guillemets les difficultés qu'ils ont, et en fait c'est le client qui va me la révéler. Ou alors simplement le client va me proposer des choses qui sont très importantes en termes de R&D. Autonomie de décision, ça je l'ai redit une fois. Alors j'ai coutume de dire qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le collaborateur il doit être plus dévoué au client qu'au patron. Alors, en disant ça, ça paraît. Mais aujourd'hui, dans nombre d'entreprises, on va dire le management parfois a un peu trop tendance à demander aux collaborateurs essentiellement du dévouement à la direction. Et il faut comprendre que l'essentiel du dévouement, il doit être tourné vers le client. Donc ça, c'est un point clé. Et ça signifie aussi que je vais autoriser mes équipes à prendre certaines décisions. Et en plus, c'est gratifiant. C'est-à-dire que lorsque j'ai résolu un problème client, pour mes équipes s'en sont d'autant plus heureuses et fières. Autant leur donner cette autonomie-là, et même une fois que c'est fait, que je sais aussi le détecter, et ben, communiquer là-dessus. Donc c'est un levier de performance, y compris au niveau RH. Autre exemple en termes d'écoute et d'écoute interne, pour un de nos clients, on a mis en place une enquête, pas une enquête classique, mais simplement on a posé aux collaborateurs internes une question, est-ce que j'ai tous les éléments, est-ce qu'on me donne tous les éléments pour satisfaire mes clients dans mon travail au quotidien? Une question simple qui a permis d'avoir des remontées très riches et donc de mettre en place des plans d'amélioration internes pour satisfaire le client et donc anticiper l'insatisfaction client. Ouais. Et alors, donc le slide, pardon, la dernière ligne qui est affichée, posture de combat, défendre une cause des victimes. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire bien préciser le thème de l'insatisfaction et expliquer aux clients qu'on est dans une relation, on défend une cause, enfin, on est sur un point. Pour les collaborateurs, ils ne peuvent descendre une cause que s'ils sentent aussi qu'elle est légitime. Donc, c'est à la fois important pour le collaborateur de sentir que, bah oui, ok, vous avez raison, je vais vous aider et votre cause est légitime, donc je vous apporte une solution, mais aussi de lui donner les moyens pour dire que lorsque la cause est illégitime, de savoir quoi répondre.
Donc, c'est un moment de vérité, encore une fois. Hein. Donc, il faut ramener les choses, éviter justement qu'elles ne partent dans des sensations, on va dire entre guillemets irrationnelles, et ramener une rationalité de la cause et de l'insatisfaction que je puisse traiter. Ensuite, donc, alors, fidéliser accroît le profit. Alors ça, c'est assez connu, hein, tout simplement. Donc un client satisfait et un client satisfait ou un client insatisfait à qui j'ai réglé le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, est encore plus fidèle. Donc la liaison entre la fidélité et le profit, ben, c'est évident, c'est le bouche à oreille. Hein, je serais très content de dire le samedi à mes amis, ah, ben, j'ai eu un problème avec tel fournisseur. Écoute, ce qui est super, c'est j'en parlerai, c'est-à-dire le bouche à oreille, le fait que ce client-là m'ait bien résolu mon problème, j'en parlerai sans doute même mieux que d'une satisfaction simple, entre guillemets. Hein. La réduction des coûts, puisque un client fidèle a tendance évidemment à m'éviter de renouveler, de mettre du budget marketing dans la réacquisition de clients. L'achat croisé, un client fidèle, j'aurai plus de facilité évidemment à lui proposer des choses qui vont être complémentaires à mon offre ou de nouveaux produits. Hein. Ça c'est assez évident, mais c'est intéressant de le rappeler. Et puis le côté price premium, c'est-à-dire qu'un client fidèle est un client qui aura tendance à ne pas discuter forcément chaque élément de prix et qui sera plus réceptif à mes nouvelles offres, y compris mes nouveaux produits qui potentiellement peuvent être vendus plus cher. Donc la fidélité est un facteur directement lié à la source de profit d'une entreprise. Hein, ça paraît évident à dire, mais il faut comprendre pourquoi. Et donc parmi les gens qui sont présents à ce webinaire, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont dans un poste de relation avec des clients. Et donc, qui sont en poste de direction de relations clients, c'est toujours intéressant de rappeler à une direction, de dire voilà, pourquoi mon poste est important et pourquoi aujourd'hui développer de la fidélité, traiter de l'insatisfaction, c'est directement lié au profit de l'entreprise. Voilà. Donc c'est un point pour moi très important. Donc pour un client insatisfait qui s'exprime, il faut comprendre que c'est un allié pour vous. Donc je répète des choses qu'on a dites, mais voilà, donc il éclaircit ma proposition, il me permet de faire réfléchir ma R&D, d'affiner mon management et de renforcer mon fonds de commerce, puisque si je dispose de clients insatisfaits que j'ai traités, ils seront d'autant plus fidèles. Et donc j'ai un fonds de commerce d'autant plus solide. Et puis potentiellement, il me permet de communiquer pour moi, comme je l'ai évoqué, le bouche à oreille, mais même pourquoi pas, voilà, j'ai un client qui va exprimer ça, y compris sur son blog, ou y compris sur on va dire à travers les différents réseaux sociaux, aura d'autant plus de valeur pour moi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le client, quand il vient voir votre offre, très souvent, il est très renseigné. Il a regardé les avis sur Internet, il a regardé les avis sur votre offre, mais aussi sur les offres des concurrents, etc., etc. Donc même si votre produit, par exemple, si votre produit est distribué sur différents canaux ou différents distributeurs, potentiellement, le distributeur qui va choisir, c'est celui pour lequel on va dire, oui, moi, par exemple, la livraison s'est passée dans l'heure, le service après-vente s'est bien passé, etc., etc. Donc, c'est très important de vérifier comment le client communique pour vous à travers ça. Et un client insatisfait que vous avez bien traité, il communiquera positivement. Donc, deux points essentiels, hein, c'est-à-dire que nous, on suit dans la mesure d'insatisfaction. D'un côté, il y a le quantitatif, c'est-à-dire quel est le taux de clients insatisfaits, comment il évolue dans la durée, et je peux affiner par rapport au profil de ces différents clients, quels sont les clients quelle est la proportion de clients qui sont par exemple des nouveaux clients qui ont une insatisfaction, alors que mes clients habitués peut-être que l'exprimeront moins en termes de quantitatif, et puis le qualitatif, l'explication de cette insatisfaction, c'est-à-dire que c'est là où on va traquer, comme disait Pierre tout à l'heure, à travers les commentaires, les avis, l'explication de l'insatisfaction. Donc d'un côté la mesure, le taux, le suivi qui me permet de fixer aussi les objectifs, etc. Et le qualitatif qui me permet de comprendre, d'expliquer et de nourrir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes équipes, et notamment par exemple la R&D. Et avec les solutions d'analyse sémantique de contenu automatisé maintenant, vous gagnez du temps dans le traitement de l'insatisfaction parce que ces mécanismes vous permettent de déceler instantanément la cause via le commentaire client ou de la réclamation, la cause de son insatisfaction, et donc vous pouvez réagir au plus vite. Alors, ce qui s'impose en quelques mots, hein, connaître le client, engager les équipes, agir au moment clé et capturer le retour client. Voilà, quatre règles de base, entre guillemets, qui font que... Alors, connaître le client, ça veut dire lui fournir un canal qui lui permet de s'exprimer facilement, engager mes équipes, agir vite au moment clé, hein, connaître mon moment de décision, être capable d'interagir à ce moment-là et capturer le retour client. Donc, ça nécessite ce que l'on va appeler de la proximité de l'interaction. Aujourd'hui, la digitalisation de la relation client permet de développer cette proximité, cette interaction. Voilà, c'est notre métier, évidemment, mais pourquoi on fait ce métier? C'est vraiment pour que
cette capacité apparaisse, y compris pour des très grandes entreprises. Donc nous, l'écoute, ce qu'on dit, c'est qu'elle est au cœur de tous vos processus, à la fois les processus de voix des clients, la voix des collaborateurs, et aussi la marge de mouvement que vous donnez à vos équipes. C'est au centre de tout ça que vous allez pouvoir positionner votre projet d'écoute, qui vont vous permettre, finalement, c'est là qu'on va, à travers ce projet d'écoute, être efficace et permettre de traiter de l'insatisfaction, de la transformer en carburant, etc. etc. Voilà, donc ça c'est un point très important. Alors maintenant, juste, j'avais fait un petit tableau, puisqu'une fois on avait un commercial qui était venu vers moi en me disant, écoute, voilà, j'ai un client qui est convaincu, enfin le responsable de la relation client est convaincu qu'on doit mettre en place un outil de suivi et d'écoute continue de ses clients, mais voilà, il doit défendre le bout de gras, entre guillemets, au comité de direction, et il a besoin d'éléments concernant la rentabilité pour mettre en place ce système d'écoute. Et en fait, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, comment on peut fournir ça? Alors on a des éléments, mais c'est jamais dans les mêmes contextes, c'est toujours compliqué, donc il faut donner quelque chose de très factuel et de très simple, et très précis en tout cas, qui puisse être utilisé. Je me suis dit finalement, pourquoi je fais une enquête de satisfaction et pourquoi j'écoute mes clients? C'est notamment pour traiter l'insatisfaction. Et du coup, l'insatisfaction est quelque chose dont je peux mesurer le coût. Alors, normalement, je devrais pouvoir changer mon écran. Oui, je crois que c'est bon maintenant. Donc j'ai fait un petit tableau qui est très simple, qui me permet de dire par exemple, effectivement, lorsque j'ai quelques éléments à remplir. Donc par exemple, mettons qu'on est dans une entreprise qui fait du B2C et qui potentiellement traite, mettons, pour faire simple, 10 000 interactions par mois, et potentiellement on peut interroger 10 000 clients par mois. C'est déjà du client important, mais on va dire dans du e-commerce ou des clients qu'on traite, c'est assez fréquent. Le taux de réponse moyen sur mon canal de poursuivi de la satisfaction, mettons qu'il soit de l'ordre de, je vais faire simple, on va mettre de l'ordre de 15%, qui est un taux moyen assez bon, mais si on interroge les personnes au bon moment, c'est le taux qu'on obtient fréquemment. Sur ce taux de réponse, je vais avoir un certain nombre de clients insatisfaits. Donc je vais leur donner la possibilité de s'exprimer et je vais détecter que j'ai par exemple, mettons 20% de gens qui sont insatisfaits ou très insatisfaits. On ne fera pas forcément la même. Donc je vois déjà que j'ai potentiellement tous les mois 300 clients insatisfaits que je vais détecter. Nous, ce qu'on voit très couramment, c'est ce qu'on appelle le taux de conservation d'un client insatisfait, c'est-à-dire si je ne faisais rien et si je traite l'insatisfaction, je peux récupérer quasiment les 2/3 d'un client qui est insatisfait. Si je le traite rapidement et de façon professionnelle, je peux récupérer les 2/3 de ce client insatisfait. Donc, je vais mettre 66% ici. Maintenant, combien me coûte l'acquisition d'un client nouveau? C'est assez facile, je prends mon budget marketing, qui chaque année est de X, et je vais le diviser par mon nombre de clients nouveaux acquis dans une année. Mettons dans un cas B2C, on soit sur un coût d'acquisition d'un nouveau client qui est de l'ordre de 150 €, qui doit être assez fréquent. Ensuite, j'ai combien un client moyen, quel est le chiffre d'affaires annuel moyen que je fais par client? C'est simple, je prends mon chiffre d'affaires, je divise par mon nombre de clients et j'ai le panier moyen d'un client. Alors, on peut affiner, mais c'est juste pour l'exercice. Et donc, mettons qu'un client moyen m'achète potentiellement 200 € par an. Je vois tout de suite que si je traite ce calcul-là, potentiellement, l'insatisfaction, si je ne la traite pas, elle va me coûter 69 300 € par an. Alors comment je fais ce calcul? Tout simplement, les gains de clients, les clients que je n'ai pas perdus, c'est-à-dire les 66% des 20% ou des 15%, que j'ai détectés et que j'ai pu identifier et que j'ai conservé. Et puis le chiffre d'affaires aussi que m'ont procuré ces clients que je n'ai donc pas perdus. En face de ça, si je mets un coût annuel d'un process d'enquête, alors là, il y a différents, je vais mettre un coût moyen, mais qui n'est pas, mettons que ça va me coûter 2 000 € par mois, donc par an, ça ferait 24 000 € pour mettre en place un process d'enquête et de suivi. Ça veut dire que potentiellement, tous les ans, le fait d'avoir mis en place ce process de suivi et d'écoute client me dégage un résultat net, si je puis dire, de 45 300 €. Alors évidemment, les chiffres sont adaptés et discutables en fonction de chaque cas, mais néanmoins le principe à retenir est celui-là, c'est de dire détecter un client insatisfait, le conserver,
ça m'évite d'en gagner un nouveau, tout simplement, et ça me permet de faire en sorte que ce client il continue à me commander. C'est basique, mais je ne vois pas de contre-indication à cette proposition, Si en face je mets un coût de recueil de mon avis client, eh ben, j'ai forcément un ROI. Voilà, donc c'est un petit calcul, il est simple, vous pouvez le faire pour votre propre entreprise. Ça vous donnera une idée de potentiellement ce qu'il est raisonnable d'investir. Alors évidemment, il y a d'autres gains dans le processus d'écoute, on l'a évoqué, côté R&D, côté engagement de mes équipes, etc., etc. Mais simplement, basiquement, de dire si je traite un client insatisfait, combien ça me rapporte, entre guillemets. Voilà, donc je pense que, alors, on a d'autres points, je pense qu'il y avait quelques questions qui sont apparues. Je vous invite à poser vos questions par chat. Je suis très content parce que honnêtement, sur ce webinaire, on a eu plus de 170 personnes qui sont inscrites. Donc c'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Et je vois que manifestement, ça intéresse aussi pas mal de gens. Donc voilà, on est vraiment tout prêt évidemment à échanger, à collaborer là-dessus. C'est un sujet, moi, que je travaille depuis beaucoup d'années et pour lequel Eloquent est très impliqué, puisque nous, l'idée, c'est d'unifier tout ce qui est interaction client et être capable de détecter les clients. Donc, je vais prendre les questions qui m'ont été posées. Donc, alors Jean-Charles, donc l'amélioration continue, donc ça, je crois que je l'ai évoqué, la nécessité de mettre en place un suivi continu et de faire un point régulier avec le client et les équipes. Alors, le point retenu sur le plan d'action, ça c'est ce qui a été évoqué aussi, la question, c'est faire un retour au client sur les plans d'action. C'est très important. Effectivement, un client qui s'est exprimé sur une insatisfaction, il a fait un effort. Le minimum des choses à faire, c'est de lui retourner sur grâce à vous, voilà ce qu'on a pu mettre en place. C'est aussi vrai pour des enquêtes internes que vers des enquêtes clients. Dans le client, on peut écouter aussi le client interne. C'est des points importants. On fait notamment de l'écoute client sur des grandes entreprises en tant qu'utilisateur de SI. Tous les collaborateurs utilisent le SI, et c'est aussi des clients de services internes. Et on a la même chose. Alors j'ai la question d'Olivier. J'ai eu à gérer une insatisfaction la semaine dernière, tout par mail. Une fois que j'ai proposé une compensation, plus de nouvelles du client, faut-il le recontacter? Mais là, vous pouvez le recontacter de différentes manières. Soit vous pouvez le rappeler pour savoir si la compensation l'a satisfait, ou sinon, ce qu'on a pu mettre en place aussi, c'est des enquêtes post-traitement d'insatisfaction pour mesurer en fait le degré de satisfaction du client suite au traitement d'insatisfaction. Et donc, dans ce cas-là, si vous voyez que le client est satisfait, c'est parfait. Si vous voyez qu'une insatisfaction est encore là à la fin, à ce moment-là, vous pouvez le recontacter directement pour ne serait-ce que lui expliquer la compensation que vous lui avez donnée. Une compensation, c'est bien, mais ce que le client cherche aussi à avoir, c'est vraiment une explication. Potentiellement, moi, je peux recevoir une compensation qui peut ne pas me satisfaire, mais si derrière, on me l'explique, on me dit pourquoi j'ai eu cette compensation-là, ça sera plus simple à accepter si j'ai vraiment des explications de la part de mon fournisseur. Oui, et sur la compensation, un point intéressant aussi, c'est que vous pouvez laisser le choix, une astuce entre guillemets, c'est de donner la possibilité aux clients insatisfaits de choisir entre deux compensations possibles. Pourquoi c'est une astuce? Parce que du coup, vous lui redonnez la main, c'est-à-dire que quelque part, vous lui refaites une proposition sur laquelle il est obligé d'accepter et de faire en sorte que ce client, finalement, vous dites, est-ce que vous souhaitez, ok, on a bien compris, est-ce que vous souhaitez plutôt qu'on compense, je ne sais pas, par un avoir ou par quelque chose d'autre. Et le fait de lui redonner la main, c'est une astuce, mais quelque part, ça veut dire qu'il se remet en position de faire des choix avec vous. Donc, on a vu que vous lui avez expliqué, puis vous lui avez fait un geste. Donc, dans ce cas-là, l'idéal, c'est de le recontacter par le biais d'une petite enquête pour vérifier que votre client est devenu moins insatisfait ou satisfait. Voire ambassadeur, Alors, une autre question de IT. Qu'en est-il du traitement d'insatisfaction suite à une réclamation traitée clôturée? C'est un peu ce qu'on vient de dire, je pense. J'ai pas très bien compris la question. C'est est-ce que c'est le traitement d'insatisfaction interne, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais une fois que la réclamation a été traitée et clôturée, qu'est-ce que j'en fais en interne? Non, là, je pense que c'est le traitement de la réclamation qui a généré une insatisfaction. Donc, dans ces cas-là, l'explication de tout à l'heure, c'est aussi de contacter votre client pour vraiment lui expliquer le traitement, si ce n'a pas été fait, le traitement de sa réclamation, et ce pourquoi l'issue a été celle-ci. Donc l'explication est très importante pour un client. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment de vérité, et le fait que vous donnez de l'autonomie à vos équipes, c'est aussi un moyen de faire en sorte que on évite de dire ah ben pourquoi, et puis finalement il y a quelqu'un d'autre qui va donner une compensation, etc., etc. Donc être capable de faire en sorte que les équipes qui sont, on va dire, en frontal,
puisse directement proposer une compensation, c'est aussi un moyen de simplifier les choses. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi ensuite interroger vos équipes pour savoir si elles sont à l'aise, évidemment, pour traiter ces insatisfactions. C'est évidemment un moment clé, puisque pour eux, là, ça peut être compliqué si justement ils ne prennent que l'insatisfaction, mais n'ont pas les moyens de la traiter derrière. Alors, il y a une autre question de Serge. Donc, bonjour, lorsque je demande au client insatisfait s'il souhaite être recontacté par une série, peut finalement souhaiter être rappelé. Alors, c'est pas parce qu'ils ne souhaitent pas être rappelés, parce qu'être rappelé, pour eux, ça peut vouloir dire, attention, je vais être encore obligé de faire des efforts. Quelle déduction? Alors, la question, c'est quelle déduction faire. Un client qui est insatisfait et qui vous l'exprime, hein, puisque là, lorsque je demande au client insatisfait s'il souhaite être recontacté, ça veut dire qu'il s'il a déjà exprimé auprès de vous. Il faut traiter. Pour moi, c'est-à-dire que lui demander s'il souhaite être rappelé, par définition, moi je suis un client, je ne suis pas content, évidemment que je souhaite être rappelé. Enfin, me demander si je souhaite être rappelé n'est pas forcément... Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'on va le reinclure dans une procédure. Donc si on le rappelle, c'est pour lui proposer quelque chose. Ensuite, Serge, tout dépend de quelle manière vous avez su que ces clients-là étaient insatisfaits. Si vous l'avez su par le biais d'une enquête, analysez les commentaires clients qui ont été faits sur cette insatisfaction. En analysant ces commentaires, vous allez avoir globalement la cause et surtout, vous allez aussi vous rendre compte que sur une partie, c'est des gens insatisfaits mais qui n'ont pas vraiment de raison de l'être. Donc ces gens-là ne sont pas forcément les plus dangereux. Donc un conseil, si ça a été remonté par le biais d'une enquête, analysez les commentaires qui vous donneront matière et vous verrez parmi les clients qui ne souhaitent pas être appelés, lesquels sont vraiment à traiter parce qu'ils l'auront exprimé par du commentaire. Si je prends la peine de répondre à une enquête, d'exprimer mon insatisfaction, si je suis vraiment insatisfait, si j'ai vraiment un problème, je vais prendre le temps de l'expliquer dans le commentaire. Parce que même si je ne souhaite pas être appelé, je souhaite que ça soit entendu et que derrière l'entreprise, le fournisseur fasse quelque chose. Alors, il y a d'autres questions là qui me plaisent bien. Alors, est-ce que c'est possible de recevoir le tableau Excel? Oui, bien sûr, on le mettra en ligne. Bon, c'est pas breveté éloquente, hein, mais voilà, c'est un sujet, vous pouvez l'utiliser dans votre cas. Il est assez simple, mais effectivement peut être efficace. Nadège, comment peut-on suivre la perception client après le traitement d'une réclamation, même si on dit non, je crois que ça on l'a dit, c'est-à-dire que, alors ce qui est intéressant, c'est de traquer qu'un client vous a manifesté une insatisfaction, que vous l'avez traité. Ce qui va être intéressant, c'est que d'abord, c'est de voir s'il continue à être client avec vous, et si on dit non, il faut aussi expliquer pourquoi c'est non. Donc ça, c'est important de faire en sorte que le client à qui on a dit non, voilà, votre réclamation n'est pas juste, je veux lui dire pourquoi elle n'est pas juste. Et effectivement, derrière, il doit y avoir un accord sur le fait que c'est pas, entre guillemets, alors c'est pas simple ce que je dis là, mais au moins on est arrivé, ce que je disais tout à l'heure, on a limité le combat, évité qu'il s'élargisse, on l'a ramené sur un sujet bien particulier. Donc, et derrière, ce qui peut être intéressant, c'est de suivre, tout à l'heure on l'a dit, Pierrick l'a évoqué, on a pu voir par exemple qu'on réduisait le taux de détracteurs sur une enquête. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite, pour les vagues suivantes, de regarder ce que ces gens-là répondent. Un client qui a été détracteur, qui n'est plus détracteur, il est d'autant plus intéressant. Et donc dans les explications qu'il va mettre par exemple dans une enquête de type NPS, ces commentaires vont être particulièrement précieux. Ensuite, j'ai une question d'Adrien. Quelle solution proposez-vous pour coupler vos solutions de service client, phone, mail, chat avec un module de satisfaction client? Alors, ça tombe très bien, Adrien, puisque maintenant c'est la vocation d'Eloquent, puisque Eloquent aujourd'hui c'est vraiment la fusion. On a ces différentes activités, c'est-à-dire à la fois la partie service client, c'est-à-dire tout ce qui est traitement des interactions entrantes et sortantes, la partie enquête de satisfaction et l'analyse sémantique. On propose ça dans une seule et même offre. Donc là, je vous invite à nous recontacter, on vous expliquera tout ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fin d'un appel, par exemple, je vais déclencher une insatisfaction, une enquête de satisfaction, ou inversement, suite à une insatisfaction notoire exprimée dans une enquête, mon équipe de service client va être informée et aura à la fois le contenu et le commentaire et pourra appeler directement le client. Et Eloquent vous propose même jusqu'à la solution d'analyse sémantique pour analyser vos retours clients, vos commentaires clients. Voilà. Alors, Sophie, l'enquête de satisfaction des clients internationaux, très important de les fidéliser aussi, de leur donner le retour sur les plans d'action. Alors ça, effectivement, même si ce sont des clients captifs, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Aujourd'hui, un collaborateur, il est client de service et il se comporte de plus en plus d'ailleurs, non pas forcément uniquement collaborateur dévoué et soumis, mais aussi en client et il prend l'habitude de faire ça. Et c'est forcément, je dirais pas que c'est même plutôt bien, voilà. Pas plus mal. Certaines personnes se plaignent donc de Pascal, une question, certaines personnes se plaignent de recevoir trop d'enquêtes de satisfaction même si elles sont courtes. Avez-vous des astuces pour faire passer le message plus facilement et convaincre les personnes à répondre? Alors ça, c'est un enjeu permanent et continu. Un point important, c'est comme la pêche, faut éviter faut savoir gérer la ressource
éviter les sursollicitations, les solliciter au bon moment, c'est-à-dire... Surtout le bon moment, voilà. tout de suite après une interaction majeure avec, entre lui et vous. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est que les équipes deviennent promoteurs de l'enquête. Aux différents clients, c'est les équipes qui informent, quand ils ont une personne en ligne, qu'ils vont être susceptibles de recevoir une enquête derrière de satisfaction. Et l'autre point, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'un client qui répond à une enquête, s'il a manifesté une insatisfaction, c'est qu'évidemment, on passe tout de suite ce qu'il faut. Et puis aussi qu'on informe des choses qu'on a pu faire grâce à ces réponses. Donc le message, si on est par exemple une enquête email, le message d'invitation, le contenu du message d'invitation à l'enquête est très important pour capter le client. Le client reçoit X mails par jour, il est sollicité toutes parts, comme vous l'avez dit. Donc l'important, c'est vraiment de vous arriver à le capter avec un message très attractif, très court, et qui sache en 10 secondes ce pourquoi on le contacte. Voilà, et contextualiser, ça va être bonjour Alain, vous êtes venu à la boutique de centre-ville Grenoble par exemple. Voilà, donc on souhaite vous interroger sur votre avis. Donc contextualiser, le faire au bon moment et éviter de sursolliciter. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait naturellement. Alors identifier en amont les principaux facteurs d'insatisfaction. Alors ça peut être aussi vis-à-vis des équipes. On a parlé de l'enquête miroir, qui est un moyen de voir un peu comment les équipes peuvent sentir aussi de l'insatisfaction. C'est assez compliqué en amont, c'est-à-dire que c'est surtout d'être capable d'être réactif. C'est-à-dire je ne vais pas proposer un produit ou un service si je sais qu'il n'est pas bon. Mais par contre, alors c'est très important sur des nouveaux produits. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conférence là, sur des gens qui faisaient de la création d'entreprise, la chambre de commerce, et c'est un des points. Je leur ai dit, quand on démarre une entreprise, mes premiers clients, évidemment, c'est hyper important de les écouter. Alors très souvent, le créateur d'entreprise, hélas, c'est pas la première chose à laquelle il pense, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, et néanmoins, c'est clé. Donc, plutôt qu'anticiper, parce que c'est quand même difficile, sauf si on sait à l'avance, mais c'est surtout de traquer et encore traquer et de traiter tout de suite. Voilà. Voilà, donc j'ai encore une question, donc on va dire c'est la dernière question, parce que je crois que sinon on va déborder. De la part de Maud, dans un processus de commande, vaut-il mieux réaliser une enquête de satisfaction globale sur le traitement de la commande, ou de réaliser une enquête pour le traitement de la commande et une enquête pour le traitement d'une réclamation suite à une livraison? Dans un premier temps, Maud, je vais vous faire une réponse qui est très vague, qui ne va pas vous plaire. Tout dépend de vos objectifs. Si votre principal objectif, c'est de mesurer la satisfaction sur le process de commande, là, il faut faire l'enquête tout de suite, même avant la livraison de la commande. Pourquoi? Parce que si la livraison s'est mal passée, l'évaluation du process de commande va être biaisée par le fait que cette livraison s'est mal passée et on ne va plus juger le process de commande, mais on va juger en fait la fin de la livraison. Si vous voulez avoir une évaluation plus globale, c'est-à-dire de la commande, là, il faut vraiment attendre la fin du process, c'est-à-dire à la livraison. Parce que moi, je peux faire une commande, le process est bien passé, je peux être très content, mais si au final, les produits que je reçois ne sont pas conformes à ce que j'ai commandé, je ne vais pas être satisfait. Donc, pour avoir une mesure globale de votre process de commande jusqu'à la livraison, il faut bien attendre quelques jours après la date prévue de livraison pour que les gens puissent se faire une idée. Voilà, alors en tout cas, encore une fois, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes présentes à ce webinaire. En plus, vous avez été très, à la fois posé beaucoup de questions, et puis les gens sont restés aussi pour la réponse des questions, donc merci beaucoup. Donc nous, on essaye de faire des webinaires de ce type-là une fois par mois, donc je vous invite effectivement à vous connecter à cette chaîne, et puis régulièrement, et faire des propositions vous-même de sujets de webinaire. Vous l'avez compris, Eloquent, notre métier, c'est vraiment tout ce qui concerne votre relation client et l'expérience de vos clients, de simplifier, de faciliter, de permettre aussi que vos clients soient de plus en plus fidèles et vous rapportent de l'argent. Voilà, c'est notre métier, et donc on espère que voilà, vous aurez des tas d'autres questions. C'est vrai qu'en 45 minutes, c'est un sujet, on peut y passer des heures, et on serait ravis de passer plus de temps, mais avec chacun d'entre vous. Merci encore, et puis j'espère à très bientôt pour un autre webinaire. Bonne journée à tous. Et bonne journée, et bon appétit. Voilà, au revoir.